On accompagne des salariés ou des entrepreneurs à racheter leur boîte, donc une première boîte ou une croissance externe, on en a racheté plusieurs, sans apport personnel et sans caution personnelle. C'est pas vraiment le diplôme qui font la rémunération. On m'avait proposé pour un bac+5 un salaire, je crois, à 2000 ou 2005. Alors 5 ans d'études de privation, moi je trouvais ça léger. Mon premier salaire, je crois que j'ai touché 4500 € par mois, donc je trouvais ça fou, quoi. Et que j'ai 50 € ou 50 000 € ou 500 000 €, c'est pareil, quoi. Tout est question de levier en finance. Même quand je gagne pas beaucoup d'argent, je suis toujours tournée vers comment je vais pouvoir gagner de l'argent avec ce que j'ai. Bonjour mesdames et bienvenue dans notre podcast Quand les femmes nous parlent d'argent. Ici, elles se livrent simplement, sincèrement et sans détour. Parce que l'argent, ce n'est pas qu'une question de chiffres, c'est aussi une histoire de choix, de liberté et parfois même d'amour. Ici, on discute de ce qu'on gagne, de ce qu'on dépense, de nos réussites, mais aussi de nos galères. Enfin, de la vraie vie. Alors, installez-vous, on démarre. Bonjour Alison. Bonjour Isabelle. Tu nous viens de Cannes. Oui. Merci d'être venue jusqu'à nous, à Levallois-Perret. Merci pour l'invitation. Alors, tu es CIO de DGIM. Alors là, il faut que tu nous expliques. C'est vrai que ça fait beaucoup de lettres et d'anglicismes. Hein. Mais si on le dit à la française, quand même, ce serait des dirigeantes de TGIM, DGIM. Thank God it's Monday. Et alors, pourquoi merci Dieu, c'est lundi? Pourquoi? Pour redonner le sourire aux salariés ou entrepreneurs déprimés qui veulent apprécier de nouveau leur lundi. C'est génial. Et alors, qu'est-ce qu'elle recouvre, cette société? Tu t'occupes de quoi, en fin de compte? Alors, on accompagne des salariés ou des entrepreneurs à racheter leur boîte, donc une première boîte ou une croissance externe, on en a racheté plusieurs, sans apport personnel et sans caution personnelle. C'est pas vrai. Mais ça, c'est possible. C'est tout à fait possible. On est les seuls à pouvoir le faire. Bon, écoute, en France aujourd'hui. On y reviendra. Ma première question, ce serait de me demander, est-ce que tu as un souvenir précis de quand tu étais petite, la première fois où tu as reçu de l'argent, ou alors à la suite d'un cadeau que tu aurais reçu? Ouais, quand j'étais petite, j'avais une tirelire, la fameuse tirelire cochon. Vraiment, c'est très classique, ce que je veux dire. Mais moi, j'étais une petite fourmi quand j'étais petite. Et je me rappelle que mes parents me donnaient tout le temps une pièce quand je les aidais ou j'avais de l'argent de poche, mais on parle de quelques centimes. Et moi, je me disais que, tu vois, je voulais que mon cochon soit le plus plein possible. Donc, c'était un peu mon objectif quand j'étais petite. J'étais vraiment une petite fourmi. Tu voulais qu'il grossisse? Oui. Donc, tu mettais de côté déjà? Beaucoup, ouais. Et alors, est-ce que justement, ma deuxième question, est-ce que c'est quelqu'un qui t'a montré tout ça? Est-ce que tu as eu un modèle ou c'était de manière naturelle que tu faisais les choses? Moi, j'ai été vraiment élevée dans la notion, tu vois, du travail et de l'argent. Ça compte, il faut faire attention. Tu vois, je suis pas issue d'une famille très aisée, vraiment classe moyenne. Donc, évidemment, on faisait attention à notre argent. Et je pense que, ayant vu mes parents faire attention, j'ai de facto fait attention moi aussi. Donc j'ai été éduquée comme ça. Hein. Ça t'est venu naturellement? Ouais. Ok. En ce moment-là, donc tu t'occupes de ta société. Alors, comment on peut faire? Alors, parce que moi, je suis très curieuse de savoir ça. Comment peut-on faire pour créer une société à partir de zéro? Racheter une société. Racheter une société avec 0 €. Alors, il suffit d'identifier, je dirais, c'est un peu basique à dire, mais d'identifier les compétences qu'on a aujourd'hui. Par exemple, on peut prendre ton exemple à toi. C'est pas le meilleur, mais pourquoi pas? Si, t'es en face de moi, prenons ton exemple. Par exemple, si aujourd'hui je t'avais en face de moi et que je te sélectionnais pour rentrer chez TGM, parce qu'on fait des sélections de candidatures en fonction du parcours, des soft skills, on appelle ça, donc les capacités à manager, l'empathie que tu peux avoir, tout ça, c'est des choses qui sont importantes en tant qu'entrepreneur quand on rachète une boîte. Ah, c'est intéressant ce que tu dis là quand tu parles d'empathie, parce qu'en France... l'empathie, elle ne fait pas forcément partie des prérequis d'un manager. On y va petit à petit. Ouais, il y a différents types de management, effectivement. Après, qu'est-ce qui est le plus courant? J'ai envie de dire, il y a des mondes différents. Moi, maintenant, qui évolue dans plus un milieu digital, entreprise, voire même start-up, pourquoi pas. Tu vois, c'est pas le même management. On est plus cool. Moi qui viens aussi avant des milieux parisiens, des banques, c'est horrible, quoi. C'est deux mondes complètement différents. Donc, je sais pas si on peut faire, rien n'est absolu, mais il y a différents types de management possibles. Donc, du coup, nous, on va identifier, toi, si tu as des compétences managériales, si tu maîtrises certaines choses qui vont faire que va y avoir une vraie plus-value dans une reprise d'entreprise. Et on va t'aider, du coup, à trouver une boîte à racheter en fonction de ta thèse d'investissement.
Donc toi, par exemple, tu es dans, la communication, tu parlais à l'écrit, donc tu étais journaliste, je crois, si j'ai bien compris. Oui, je suis plus sur l'écrit, tout à fait. Donc par exemple, tu pourrais dire, moi je veux racheter une agence de communication, je veux avoir un média. Pourquoi pas même le revenu. D'accord. Bon, il vient d'être acheté, peut-être pas un bon exemple, mais voilà. Pourquoi pas racheter une agence de com ou un média ? Parce que tu as des compétences là-dedans qui va faire que quand tu vas reprendre l'entreprise, tu auras des compétences à mettre sur la table et peut-être pouvoir la scaler, comme on dit, donc la développer ou racheter d'autres concurrents derrière, etc. Ça, c'est ta thèse d'investissement, c'est ta roadmap, c'est ton plan d'action. D'accord. Donc nous, on va t'accompagner à savoir en fait qu'est-ce qui te définit et qu'est-ce qui va être utile dans une reprise d'entreprise. Et après, on va t'accompagner donc à sourcer une entreprise. Donc comment on trouve une entreprise à racheter ? Il y a les entreprises qui sont sur le marché, on market, les entreprises qui ne sont pas encore sur le marché, off market. Et on a différentes manières et canaux d'acquisition pour pouvoir trouver une entreprise à racheter qui va correspondre à ta thèse d'investissement. Pour ça, on a développé beaucoup d'intelligence artificielle. Donc on a une IA, une intelligence artificielle qui va sourcer en automatique sur des bases de données qu'on a achetées en fonction de ta thèse d'investissement. Donc l'IA va savoir que Isabelle cherche une agence de communication dans la banlieue parisienne avec un EBITDA à 600 000 euros et un chiffre d'affaires d'environ 2 millions, par exemple, je dis des chiffres au hasard. Et donc elle va aller sourcer en automatique. Ensuite, tu te réveilles le matin, tu te connectes sur tes GIM. Le matin à 10h, tu as tes remontées d'informations. Tiens, il y a tel cédant à Levallois-Perret qui vend une agence de communication qui fait 2 millions de chiffre d'affaires. Voici les coordonnées pour le contacter. Et on t'apprend à rentrer en contact avec le cédant. Comment on aborde quelqu'un qui finalement peut-être n'a pas encore envie de vendre ou peut-être est sur le point de vendre, comment on analyse les signaux que la personne va potentiellement vendre son entreprise ou alors elle est déjà en vente sur une plateforme. Mais généralement, les meilleurs deals sont pas publics. C'est généralement des boîtes qui, le dirigeant est âgé ou la dirigeante d'ailleurs est âgée, va partir à la retraite. Ou alors, tu vois, il y a des difficultés personnelles peut-être qui poussent la personne à vendre. Donc tout ça, on va t'apprendre à détecter les signaux et savoir, toi, comment entrer en négociation avec cette personne-là. Et on a une IA qui va se remplacer, tu vois, qui va remplacer le vendeur et qui va te permettre de parler avec elle avant d'aller parler avec le vendeur. Pour préparer le dossier. Pour préparer le dossier, exactement. Et donc, vu que l'IA, en plus, connaîtra quelle entreprise tu parles, etc., puisque l'IA suit ton parcours avec toi, elle va pouvoir, du coup, incarner réellement le cédant. Et donc, tu vois, tu vas discuter avec elle, etc. Et après, on va t'accompagner tout le processus de rachat, la signature de la LOI, donc la lettre d'intention. C'est comme le compromis en immobilier. Je vais faire que des parallèles immobiliers. Oui, mais comme ça, c'est clair. Exactement. Et ensuite, après, on va passer au financement. Ah, voilà. La c'est la partie qui m'intéresse, mais oui. Ouais. Et oui, mais avant d'arriver au financement, il y a quand même du taf. C'est quand même musculaire comme travail à faire. Hein. Ça demande quand même du temps et des efforts. Donc, comment on structure, nous, un financement chez TGIM ? Il y a quatre vecteurs, on va dire. Le premier, c'est l'apport personnel, mais c'est pas obligatoire. Le levier bancaire traditionnel, évidemment. Aujourd'hui, quand tu veux acheter une boîte sans nous, tu as 20-30% d'apport et ensuite, tu complètes avec du levier bancaire. Traditionnel. C'est pour ça que peu de gens arrivent à racheter une boîte parce qu'il faut quand même de l'argent. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a 2 biais principaux. C'est le Club Deal. C'est un club d'investisseurs chez TGIM, donc ils payent pour entrer chez nous en tant qu'investisseurs, pour investir après dans des reprises d'entreprises. On va leur dire, aujourd'hui, Isabelle a trouvé une entreprise à Levallois-Perret de 2 millions d'euros. Elle est viable. On l'a analysée parce que l'IA analyse aussi les dossiers avec un analyste financier. On a un petit comité de crédit interne. Tu vois, on est vraiment structuré. Et donc, on va présenter ça. On va te présenter toi. On va te mettre en avant. On va utiliser le storytelling. On va raconter ton histoire. Donc, pourquoi Isabelle serait la meilleure repreneuse pour reprendre cette entreprise ? Et on va leur expliquer. On va te mettre en avant. On va expliquer pourquoi tu es la meilleure repreneuse pour ça. Et donc, eux, après, vont investir sur ta boîte en disant, moi, je mets des 1 000 euros. Donc, je mets 1 000 euros dans le deal d'Isabelle. Et toi, tu vas pouvoir collecter un apport et donc se substituer finalement à l'apport personnel. Ça, c'est le premier biais. Le deuxième, c'est le fonds d'investissement. Actuellement, je suis en train de lever des fonds pour créer une société de gestion. Et cette société de gestion va pouvoir après, par un fonds d'investissement, prêter de l'argent. Donc là, c'est pas des personnes comme toi et moi qui vont mettre de l'argent dans une entreprise à racheter. Ça va être finalement comme une banque, mais dans le privé. Donc les taux d'intérêt sont plus élevés. C'est un fonds d'investissement TGIM, donc qui fait partie du groupe, qui va pouvoir prêter de l'argent à nos repreneurs. Donc si nous, on est convaincus qu'Isabelle est la meilleure repreneuse pour reprendre cette boîte, on va pouvoir te prêter de l'argent. Et donc, toi, avec le club d'investisseurs et avec le fonds d'investissement, ça va te constituer un apport
pour après aller voir la banque. Je comprends. Donc, tu n'as pas besoin d'apport personnel. Tu as besoin d'argent. Ça ne veut pas dire sans argent, mais sans argent personnel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en France, on n'a aucune culture de la dette privée. On ne sait pas, aujourd'hui, c'est l'argent, donc la love money, donc on demande à la famille, aux amis, aux proches, et après on va à la banque. Ou alors, on achète des petits deals parce qu'on n'a pas assez d'apport. Et nous, on permet à n'importe qui a des compétences, évidemment, de pouvoir acheter une boîte entre 2 et 30 millions de valorisation. Valorisation étant le prix, la valeur de la boîte. D'où est venue cette idée d'aider les autres, en fin de compte, par ce biais-là? Bon, après, aider les autres, effectivement, c'est... mais après, on n'est pas des bénévoles, c'est quand même une entreprise. Oui, j'entends bien. Ouais. D'où ça nous est venu, mon cofondateur, donc, qui est Oussama Amar, je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. Enfin, sur les réseaux, il est quand même assez connu dans le milieu du business en ligne, etc. On s'est rencontrés dans un mastermind d'entrepreneurs. En gros, c'est des réunions d'entrepreneurs. On parle de nos difficultés, etc. Moi, j'ai créé une boîte dans l'immobilier pour aider les femmes à investir dans l'immobilier à la base. Et je l'ai rencontré là-bas, donc à Dubaï, dans un mastermind d'entrepreneurs. Et par la suite, donc on a fait connaissance, on s'est super bien entendu. Et lui m'a expliqué qu'il voyait qu'il y avait un truc à faire avec la reprise d'entreprise en France parce que on l'avait consulté, donc un cédant, un vendeur voulait vendre sa boîte et n'y arrivait pas depuis plus de 2 ans, alors que la boîte allait très bien. Il était sur un marché monopolistique, donc clairement il n'y avait que lui, ça marchait depuis des années, de père en fils. Et personne pour reprendre la boîte. Et donc, il a fini par donner cette boîte à mon associé, qui lui l'a donné à un ami qui était spécialiste du secteur. Donc, on a compris qu'il y avait un problème vraiment dramatique déjà pour l'économie de la France, parce que c'est quand même des PME qui sont là depuis des années et personne ne peut les reprendre. Donc, on a voulu intervenir sur un problème de marché qui va de croisement aussi avec les problèmes de l'économie qu'on a, des départs à la retraite aussi massifs dans les 10 prochaines années. Donc, tu vois, c'est une convergence de plusieurs problématiques qu'on a fait avec cette entreprise, du coup. Ok, d'accord. Là, maintenant, toi, parlons franchement, tu te positionnerais économiquement, on va dire, moins de 1500, entre 1500, 3000, 3500, 3000, 5000 ou bien plus que 5 000 €. Sur ma rémunération ? Oui, sur ta rémunération, oui. Vu que c'est quand même divers, parce que j'ai investi dans l'immobilier, en France, à l'étranger, et aussi sur ces activités-là, je suis à plus de 5 000 € par mois. D'accord, ok. Et alors justement, comment se répartit ton argent ? C'est-à-dire que ton argent, tu vas le placer... tu vas avoir une grosse part qui va être dévolue à l'immobilier ou bien tu vas investir ? Comment ça se passe ? Alors moi, tout l'argent que je gagne, je veux l'investir dans l'immobilier. Donc je pars pas en vacances depuis des années. Moi, je veux investir dans l'immobilier. Je suis obstinée par ça. Enfin, c'est obsessionnel, quoi. Oui. Depuis toujours, même quand j'étais étudiante, je mettais de côté pour investir dans l'immobilier. Donc au début, je faisais des petits projets IMO. Et maintenant, forcément, les projets ont grandi avec moi. Mais moi, j'ai mes charges fixes, courantes, mon crédit de ma maison, mes crédits immobiliers, etc. Mais par contre, tout ce que je gagne, vraiment, ça part dans l'immobilier pour, 60% de ce que je gagne, quoi. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que tu es propriétaire ? Oui. Et est-ce que tu as investi, par exemple, en loi Pinel quand c'était encore... Ah, jamais de la vie. Surtout pas. Ah non, on va pas parler de loi Pinel. Non, alors, je sais que il y a différentes manières d'appréhender l'immobilier. La loi Pinel, ce sont des investissements où il y a des abattements fiscaux. Donc, effectivement, pour les personnes qui connaissent pas trop, ça peut paraître sécurisant. Mais moi, quand j'étais dans l'immobilier, j'ai passé des années à dire surtout n'investissez jamais dans le Pinel, Malraux, etc. Parce qu'il y a d'autres, aujourd'hui, systèmes fiscaux qui permettent de déduire et de gagner beaucoup plus d'argent qu'en faisant du Pinel. Parce qu'il faut savoir qu'on achète en moyenne 30% plus cher un appartement qui sort du Pinel qu'un appartement dans l'ancien qu'on peut rénover. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a dans la rénovation, il y a aussi des abattements fiscaux. Donc tu préfères, en fin de compte, acheter pour du locatif ? Oui, ou pour moi, si c'est pour faire de l'achat-revente, tout dépend de ma stratégie immobilière. J'adore l'immobilier, donc vraiment, je pourrais en parler des heures. Donc il faut que je me calme là-dessus, mais ça dépend de ma stratégie. Mais je n'achèterai jamais un actif immobilier juste au coup de cœur en me disant j'adore, je vais me saigner pour habiter là. Moi, je me dis ce sera jamais l'appart de ma vie ou la maison de ma vie parce que je change beaucoup. Et là, je suis en évolution professionnelle, donc je sais pas encore où je vais m'établir, etc. Donc quand j'achète un bien, je veux être sûre que quand je m'en aille, je puisse le revendre avec une plus-value ou alors qu'il soit avec un bon rendement locatif. Ok, d'accord. Donc c'est toujours dans une perspective d'investissement.
De gagner de l'argent. Et de gagner de l'argent. Tout à fait. Voilà. Ouais. Avec l'immobilier, c'est quand même assez facile, je trouve. Est-ce que dans ton budget, celui que tu as par mois, est-ce qu'il y a quelque chose qui te coûte le plus ? Mes crédits IMO, je pense. Ah ben voilà, c'est ça. On va revenir toujours au même sujet. Hein. Moi, je m'endette uniquement pour faire de l'immobilier. Hein, donc, toutes mes dettes sont immobilières. D'accord. Voilà, rien d'autre. Alors, est-ce que tu as connu déjà un moment de difficulté financière ? Oui, étant étudiante, je me rappelle forcément. Alors, j'étais en HLM, j'avais la bourse étudiante. Oui. Je gagnais quasiment rien. Je crois que je gagnais 400 ou 500 euros par mois, plus ma bourse, peut-être 700. Je devais avoir 450-500 euros de loyer. Donc, pour faire les courses, c'était compliqué. Mes parents m'aidaient, mais modestement, parce que eux non plus n'étaient pas super larges. Donc là, j'avoue, j'ai passé 2 ans je faisais mes études, je mangeais à ma faim. Mais c'était pas très large, quoi. J'étais à 50 euros près par mois. Il n'y avait pas beaucoup de gras. Non, pas du tout. Donc, mais ça, j'en ai pas forcément souffert. J'ai toujours été contente des moyens que j'avais. Parce que de toute façon, même quand je gagne pas beaucoup d'argent, je suis toujours tournée vers comment je vais pouvoir gagner de l'argent avec ce que j'ai. Et que j'ai 50 euros ou 50 000 euros ou 500 000 euros, c'est pareil, quoi. Tu t'adaptes. Tout est question de levier en finance. On peut faire un levier de x2, x10, x50 sur n'importe quelle somme. Alors si c'est petit, forcément on met plus de temps, mais on peut faire de l'argent. Alors je vais parler d'immobilier encore une fois, mais on peut par exemple, aujourd'hui, quand on a un salaire classique et qu'on veut par exemple faire un petit peu d'immobilier, si on veut se loger et qu'on achète sa résidence principale, il faut se dire qu'il y a une exonération de plus-value sous certaines conditions. On peut acheter un bien et se dire j'y reste 2 ans, je le revends, je fais une plus-value. J'encaisse de l'argent. Ça prend 2 ans, c'est peut-être un peu long, mais si on prend 20, 30, 40 000 sur un investissement, qu'on recommence, au bout de 10 ans, faut faire le calcul. Donc, il ne faut pas réfléchir en disant plus, il faut réfléchir en faisant fois. Et c'est ça un levier. C'est pour ça qu'on peut gagner de l'argent quand on réfléchit correctement. Alors, est-ce que, malgré tout, tu as connu une réussite financière ? Oui. Oui ? Ouais, une réussite financière, oui. À différents niveaux. Là, le souvenir qui me revient, c'est mon premier salaire. Quand j'ai fait du droit, donc j'ai terminé à la Sorbonne en dernière année, j'ai fait des belles études, mais j'aimais pas. Alors j'étais à Paris, à la Défense, vraiment le truc traditionnel, je ne supportais pas ce quotidien. Donc j'ai tout plaqué, je suis partie dans le sud de la France pour faire de l'immobilier. Voilà. Donc ça a commencé à ce moment-là. Je me suis servi de mes études après pour faire de l'immobilier, mais pas vraiment pour faire du droit. Donc mon premier salaire, ça a été de travailler dans une agence immobilière, mais vu que j'avais un beau diplôme par rapport au poste que j'avais, ils m'ont affecté à différentes missions et franchement pour mon premier salaire je crois que j'ai touché 4 500 euros par mois pendant plusieurs mois, donc je trouvais ça fou quoi. Et moi je venais de la Défense à Paris, etc. On m'avait proposé pour un bac+5 un salaire je crois à 2000 ou 2005. Alors 5 ans d'études de privation, moi je trouvais ça léger, surtout pour me loger à Paris. J'étais dans la banlieue d'Antony où je payais 1 000 euros un studio. Je faisais 1 heure de RER, enfin l'enfer quoi. Moi je déteste cette vie-là, je la voulais pas. Donc voilà, quand je suis redescendue dans le sud et que j'ai vu qu'on pouvait gagner 4 500 euros en faisant de l'immobilier, donc j'étais responsable d'agence, je faisais plusieurs dossiers juridiques, suivi de chantier, etc. Je me suis dit mais en fait c'est pas vraiment les diplômes qui font la rémunération. Moi j'étais convaincue de ça pendant des années. Et en fait, non. Donc ça a été pour moi un déclic et une réussite financière, mais que je n'attendais pas à ce biais-là. Ah, tu t'attendais pas à réussir comme ça dans l'immobilier ? Non, parce que j'étais de cette manière-là. Moi, j'étais partie de mon poste. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? J'ai fait mes études, je m'en vais. Alors que ça y est, j'ai le Graal, le CDI, et j'étais en costume, corpo, mon badge autour du cou. Enfin voilà, tout ce que j'attendais pendant des années, j'étais tellement déçue que je suis partie en me disant mais j'ai tout raté, qu'est-ce que je vais faire quoi ? Et donc j'ai fait de l'immobilier parce que je sais pas, je crois que je suis venue sur cette terre en étant empreinte d'immobilier, en me disant je vais faire de l'immobilier. Donc je suis allée dans une agence, je leur ai dit voilà j'ai un profil juridique, est-ce que je peux avoir du travail ? Et finalement ça a commencé comme ça quoi, en étant salarié puis après entrepreneur. Donc, tu as bifurqué du juridique à l'immobilier, à la vente. Alors, qu'est-ce que tu faisais ? J'ai tout fait. J'ai fait de la vente, j'ai fait de la location, j'ai fait du syndic, de la gestion financière, j'ai fait du suivi de chantier, j'étais responsable d'agence. Je switchais de poste tous les 4 mois parce que je m'ennuie très vite. Donc, j'avais un turnover. Et qu'est-ce qui t'a plu le plus ? La découverte les travaux. D'un bien. Les travaux. Voilà. Et la transformation. Ouais.
le potentiel d'un bien immobilier. Quand je vois une ruine, je sais exactement ce que ça va devenir. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, je pense que c'est ce que j'aimais le plus, mais ce que je détestais, c'était l'humain, de gérer les gens quand on gère. Parce que quand on paye des charges dans un immeuble, on gère un budget. Donc, tout le monde fait une cagnotte, c'est le principe du syndic. Et nous, on représente l'immeuble. Quand il y a un problème, on fait les travaux. Et les gens sont odieux, quoi. C'est des insultes au quotidien, c'est gérer des effondrements de plancher avec des gens qui ont plus de logement, des arrêtés de péril. À Marseille, quand il y a eu des arrêtés de péril, j'étais syndic de l'immeuble qui s'est effondré. Donc, je faisais les assemblées générales avec un garde du corps avec moi. Tu vois, c'était chaud, quoi. Ah oui, je comprends. Voilà. D'accord. Okay. D'accord. Alors, est-ce que tu investis aujourd'hui ? J'ai la réponse. L'immobilier. Ouais, l'immobilier. Mais je vais me répéter, je n'investis dans rien d'autre que l'immobilier. Et je pense que c'est une question de focus. Quand on sait faire quelque chose, il faut le répéter. Ça sert à rien de se dire, par exemple, moi, la crypto, j'y comprends pas grand-chose, ça me parle pas, j'y vais pas. Et tous les investissements boursiers non plus, c'est pas trop mon truc. J'en ai fait, je gagne un peu d'argent, mais parce que j'avais des connaissances qui le faisaient. Mais moi, je fais de l'immobilier et maintenant, je suis plutôt à Dubaï. J'ai acheté un appartement il y a 1 an. Et donc, voilà, maintenant, je continue plutôt sur Dubaï pour faire du locatif. Ok, d'accord. Bon. Alors, j'allais te poser la question au quotidien, quelle place occupe l'argent ? Central. C'est central. En fait, pour moi, je trouve qu'on a tendance à faire vraiment 2 catégories entre le capitaliste, etc. et on va dire les autres. Alors, je sais pas comment qualifier ça, mais pour moi, en fait, je me dis que pour avoir le plus d'impact sur les gens, c'est là, et quand tu gagnes de l'argent, c'est là où tu peux te tourner vers les autres. Donc moi, aujourd'hui, je me suis sortie moi-même de la nécessité de devoir gagner de l'argent parce qu'aujourd'hui, j'estime que j'en gagne assez. Et donc, ça me permet de créer des projets, aujourd'hui, d'avoir l'impact déjà sur l'économie, ce qui est juste fou, je trouve, et aussi de pouvoir aider des personnes à racheter des boîtes, avant à investir dans l'immobilier. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes, grâce à ce que j'ai pu faire, qui ont changé de vie aussi, d'autres qui travaillent avec moi aujourd'hui, qui sont passées de salariées à indépendantes et qui travaillent avec moi. Donc moi, j'aime l'impact sur les autres. Pour moi, c'est important. Et je trouve que gagner de l'argent, c'est le meilleur moyen de pouvoir aider les autres après à son tour. D'accord. Est-ce que tu dirais que ce que tu as pu connaître durant ta jeunesse t'a forgé justement et t'a donné envie de tout ça ? Le manque ? Alors le manque, on n'était pas super à l'aise financièrement, mais je crois, j'ai jamais ressenti le manque d'argent. Je pense que mes parents me le montraient pas quand c'était compliqué. Tu vois, il y a pas longtemps, ma mère m'a dit, pendant des années, j'avais une enveloppe où je mettais 10 € par mois pour vous payer des glaces l'été quand on partait en vacances chez mes grands-parents. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok, moi j'ai eu la chance à l'âge adulte de pas connaître ça. Parce que même si j'ai pas eu des salaires mirobolants au début, j'en étais pas à 10 € près dans une enveloppe. Donc pour moi, ça m'a marqué. Tu vois, c'est des anecdotes où tu te dis, en fait, quand t'es jeune, effectivement, tes parents te protègent, mais c'est loin d'être toujours facile. Donc, je sais pas, j'ai grandi avec ça sans vraiment, tu vois, souffrir de ça. Mais après, là, à l'âge adulte, moi, ce qui me drive beaucoup, c'est la justice, c'est la méritocratie, c'est de pouvoir briser les barrières sociales et de pouvoir juste en fait réussir, gagner de l'argent parce qu'on a du courage et des compétences, c'est pas parce qu'on a de l'argent ou une famille qui a de l'argent. Justement, en tant que femme, est-ce que tu as eu des problèmes ? À quel niveau ? Je dirais de crédibilité. Est-ce que tu as eu du mal à ouvrir certaines portes ? Comment as-tu été reçue dans ce milieu de l'immobilier ? De toute façon, moi, je me bats depuis des années. Je veux dire, en tant que femme, on représente malheureusement une minorité dans les milieux d'investissement, dans les milieux-là du M&A, donc des reprises d'entreprises. Je parle avec des fonds d'investissement, des partenaires, des banquiers. Il n'y a que des hommes. C'est très rare d'avoir des femmes à ce niveau-là. Dans l'investissement, je me suis toujours battue avec tout le monde. D'ailleurs, j'ai eu une période de ma vie où je me suis beaucoup masculinisée pour essayer d'avoir plus de force et d'être dans un rapport de force avec les hommes. Là où aujourd'hui, j'ai compris que la vérité pour une femme et la puissance, elle n'était pas dans la force, mais dans la douceur. On peut avoir du leadership, avoir de la force sans crier ou essayer d'être plus fort qu'un homme. Moi, je me positionne plus comme ça. Mais passé un temps, oui, dans l'investissement IMO, quand j'étais sur une toiture en train de vérifier des chantiers, forcément, on est avec des hommes et c'est loin d'être évident quand t'es une femme, quoi. Et en plus, quand t'essaies de rester féminine au milieu de tout ça. Ok. Alors maintenant, ma dernière question. J'ai 5 films à te proposer et tu dois me dire dans quel film ou quel film représenterait le mieux le rapport que tu entretiens avec l'argent. Okay. Alors, Coco avant Chanel, parce qu'on peut se construire sans fortune mais avec du talent. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, parce que les petits riens valent souvent plus que les grands avoirs.
Working Girl, parce que vouloir réussir n'a rien d'une faute. Sex and the City, parce qu'il y a des plaisirs qu'on n'a pas besoin de justifier. Et le dernier, Le Grand Jeu, parce qu'il faut parfois tout miser pour garder la main. Voilà, la première option. Coco avant Chanel. Ouais, le talent. Parce qu'on peut se construire sans fortune, mais avec du talent. Voilà. C'est ce qui te définirait le mieux. Complètement. D'après toi. Oui. Méritocratie à fond. Je pense qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai construit, la position que j'ai, je suis contente d'être née dans cette époque-là des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont éliminé les barrières sociales. Et aujourd'hui, moi, je peux évoluer, alors que je suis pas du tout issue d'un milieu financier, ni avec de la famille dedans, mais dans des milieux où, avant les réseaux sociaux, j'aurais jamais pu être la personne que je suis aujourd'hui. Donc pour moi, c'est important aussi de pouvoir tendre la main à d'autres personnes qui pourront faire la même chose dans différents domaines. Ok. Ça sera le mot de la fin, écoute, Alison. Ok. Mais je te remercie beaucoup. Merci à toi. Merci.